La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour TVR Business Club, hashtag la réussite est en vous. Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour ce nouveau numéro de votre TVR BP Go Business Club en partenariat avec le groupe Ouest France, un TVR BP Go Business Club effectué depuis Pointe-à-Pitre, depuis la Guadeloupe, pour vous relater ces traits d'union qui existent entre la région Bretagne et la région des îles de Guadeloupe. Nous sommes ici avec Maurice Bourrigaud, directeur général de la Banque Populaire Grand Ouest, sur le port autonome de Pointe-à-Pitre. Cela s'appelle Jarry. On va en parler avec notre invité car c'est certainement l'un des sites les plus importants de l'ensemble de la métropole. Merci à vous Vincent Sastre d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes le gérant de Box Loader. On va parler de ce métier si important. On parle de containers que vous chargez, que vous déchargez. Vous avez une activité ici très importante. Merci de nous raconter une histoire qui a démarré en Vendée en 1998. L'entreprise a été rachetée en 2002, ce qui veut dire qu'il y aura un anniversaire pour vous cette année 2022. Donc on est impatient de connaître un travail si important pour l'économie. Parce qu'il faut dire que sans cargo, sans container, il n'y a pas grand-chose qui marche dans le monde, hein. Ça c'est clair. Alors il faut savoir que c'est le poumon économique ici et je suis heureux de vous accueillir à Jarry. C'est à peu près 220 000 équivalents 20 pieds qui sont manutentionnés par an, donc ce qui est assez énorme. C'est une économie qui est extrêmement dépendante de ses importations et aussi de ses exportations pour ce qui est de la banane et ces choses-là notamment. Nous avons pris naissance ici en fin des années 90 en développant un produit de chargement-déchargement qui permet à nos clients de pouvoir livrer qui les centrales d'achat, qui les magasins, qui des industriels pour des produits qui viennent de métropole mais aussi d'ailleurs, hein, puisque la Guadeloupe est ouverte de par sa situation dans la Caraïbe sur des tas d'autres destinations comme l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud pour des fruits, des choses comme ça, voire les États-Unis. Voilà. Maurice. Oui, alors parlez-nous, Vincent Sastre, de votre métier. Vous êtes assembleur et vous êtes international. C'est ça. Alors on a démarré ici, hein, parce que les premiers matériels ont été dessinés et livrés en Guadeloupe en 1998 exactement. À l'époque, on faisait 5-6 matériels par an. Depuis, nous nous sommes bien internationalisés, notamment sur des destinations comme l'Afrique, l'Australie, l'Asie. Et depuis plus récemment, tout ce qui est Amérique du Sud, Amérique centrale, où notre produit, qui est un produit très spécifique, notamment en France métropolitaine, c'est assez peu connu et assez peu utilisé, puisque les entrepôts, si vous voulez, ont des quais de déchargement. Et comme on peut le voir ici, les entreprises mettent les conteneurs au sol. Et il y a besoin d'un outil de chargement-déchargement qui s'appelle le Box Loader, voilà, d'où notre nom. Donc on fait travailler beaucoup de sous-traitants, que ce soit en Vendée, mais aussi à proximité, puisqu'on a un gros sous-traitant du côté de Saint-Paul-de-Léon en Bretagne. Donc, Finistère Nord. Voilà, Finistère Nord, région fort agréable. Pays vraiment du chou-fleur et de l'artichaut. Hein. N'est-ce pas? Et d'Armel-le-Cléache. Et d'Armel-le-Cléache. Non, mais dans l'ouest de la France, c'est vrai qu'il y a une dynamique industrielle avec beaucoup de PME extrêmement spécialistes. Et on bénéficie d'un bassin industriel assez intéressant. Et ça nous évite d'aller chercher très loin. Et surtout, on évite d'aller faire fabriquer à l'étranger des produits qu'on peut très bien réaliser en France. On arrive à être compétitif et je crois que c'est une belle leçon aussi en termes économiques. C'est qu'on arrive à exporter un produit manufacturé industriel, fabriqué 100% en France. Et pour ça, c'est quand même super, quoi. Justement, j'allais vous demander, parce que des containers, il y en a à travers le monde, qu'est-ce qui fait vraiment la force de Box Loader? En quoi vraiment vous réussissez à vous différencier de vos concurrents? Alors, il faut savoir que c'est un tout petit marché au niveau mondial, on doit être que 4-5 opérateurs. Nous, on a misé beaucoup sur la recherche et le développement. C'est-à-dire en considérant que la fabrication, ce n'était pas notre métier, c'était plutôt l'assemblage. Donc on essaye, et je peux dire même qu'on performe par rapport à des innovations techniques,
Aujourd'hui, on est capable de peser le conteneur, enfin de commander la machine, de prendre la main sur la machine à distance même par des systèmes de GPS, etc. Donc on a, si vous voulez, aujourd'hui, on a tout marqué, nous, par la différenciation produits et services. Voilà. C'est-à-dire que nos clients, la plupart, sont des sociétés de services. Et l'idée, en fait, c'est de faire en sorte de leur apporter un confort dans l'utilisation et que ces matériels, quand ils tombent en panne, ce soit facilement dépannables. Et voilà. Alors aussi, on a été, et c'est intéressant d'avoir des partenaires bancaires à ce niveau-là, on apporte aussi parfois des solutions de financement, ce qui peut être extrêmement intéressant pour le client, notamment dans son développement. Voilà. Alors, vous avez magnifiquement développé cette entreprise depuis 19 ans et quelques mois. Parlez-nous un peu de ses caractéristiques, nombre de salariés, chiffre d'affaires, nombre d'implantations, nombre de pays avec lesquels vous intervenez. Alors, quand j'ai repris l'entreprise en 2002, on faisait à peu près 6 matériels par an, hein, c'est-à-dire à peine un tous les 2 mois. On travaillait exclusivement sur ce qu'on appelle les DFA, c'est-à-dire les départements français d'Amérique, donc c'est Guadeloupe, Guyane, Martinique. Mais et c'est vrai qu'on a un fort attachement à la Guadeloupe et c'est pour ça que je suis heureux de vous accueillir ici parce qu'on a démarré là et ça a toujours été un endroit où en part de marché on était extrêmement fort. Voilà. On a après petit à petit internationalisé, on a dû se staffer, hein, l'entreprise aujourd'hui on est une vingtaine de personnes. On travaille beaucoup à l'export, soit par des agents, soit des partenaires. Notamment, on essaye d'être extrêmement pragmatique, notamment sur l'Australie, l'Afrique du Sud ou Singapour. On a des partenaires où en fait on fait fabriquer localement les châssis. Il y a assez peu de valeur ajoutée. Ça nous permet d'éviter les droits de douane et d'être extrêmement performants sur le marché et d'apporter un prix compétitif à nos clients. Voilà. Vous avez dû peut-être à un certain moment, dû à la crise de la Covid-19, peut-être vous réinventer, réajuster aussi, être encore peut-être plus agile? Alors l'agilité, c'est l'avantage de notre taille, hein, c'est qu'on reste une petite entreprise, hein, puisqu'on est autour de 15 millions d'euros de chiffre d'affaires, une vingtaine de personnes, et on se doit, et par essence on est agile de toute façon. La crise Covid, oui effectivement a été, mais pas tant que ça a été beaucoup plus dur dans les années 2009-2010, là, suite à la grosse crise économique, où là en fait il n'y avait plus d'investissement du tout. La crise Covid, en fait, pour le moment en tout cas, ne nous a pas trop impacté au niveau, en tout cas, de volume des ventes. Voilà. Aujourd'hui, on fait face, comme beaucoup d'opérateurs, à une inflation déraisonnée des coûts, hein, que ce soit les coûts matières, coûts de transport aussi, notamment le shipping maritime qui est devenu aujourd'hui, enfin qui subit des hausses extrêmement importantes. Voilà. Quels sont les atouts de la France en termes aéroportuaires, puisque vous côtoyez ce monde tous les jours, même si vous êtes dans l'ingénierie, vous avez un souci très particulier de là où le développement se fait dans le monde. Qu'est-ce que vous observez en France et dans le monde ? Alors, c'est vrai qu'a priori, un produit industriel comme nous, on n'attend pas forcément ça en France. Hein. On pourrait imaginer que ça vient plutôt d'Allemagne ou des pays du Nord. Il s'avère quand même qu'on a des gros opérateurs. Bon, une des premières compagnies mondiales est quand même française, hein, c'est CMA-CGM. On a des gros groupes comme le groupe Bolloré, etc., qui sont des gros opérateurs en Afrique. Et bon, c'est pour nous, si vous voulez, clairement, ça nous permet de les accompagner. Et on les remercie d'ailleurs de leur confiance. Aujourd'hui, la France, contrairement à... On n'a pas une mauvaise image à l'export, bien au contraire. C'est plus, je pense, nous, dans notre approche des marchés étrangers, où il faut simplement peut-être être un peu plus à l'écoute, un peu plus ouvert aux demandes des marchés. Et il y a une vraie... Enfin, moi, je n'ai pas honte d'être français quand je voyage. On n'est pas non plus à mettre en avant de manière excessive le Made in France, parce qu'on n'est pas dans un produit de luxe, on n'est pas dans un produit alimentaire. Donc, si vous voulez, ça n'apporterait pas une valeur ajoutée, mais on ne se cache pas non plus. Donc, et on est très fiers d'être français. Voilà.
On est en 2022, vous fêtez vos 20 ans. Ça veut dire que dans la feuille de route des années à venir, vous avez vraiment une idée précise d'où vous souhaitez amener encore davantage Boxloader? Alors oui, on a fait d'ailleurs une opération de croissance externe il y a un petit peu moins de 2 ans sur la Nouvelle-Zélande pour essayer d'avoir un pied dans toute cette... Alors on était présent par Tahiti, la Nouvelle-Calédonie, mais on voulait être un peu plus présent pour couvrir un petit peu tout le globe. On ouvre les États-Unis l'année prochaine, en 2022. Moment important? Moment très important, oui, parce que c'est un gros marché, tout en étant toujours à l'idée, si vous voulez, que on est sur un marché de niche. Mais j'ai coutume de dire, c'est que les États-Unis, c'est 50 États. Si vous faites une machine par État et par an, c'est 50 machines. C'est quasiment ce qu'on fait aujourd'hui sur le reste du monde, quoi. Bon, même si on fait un peu plus. Mais donc c'est un marché quand même avec un potentiel important. Voilà. Éternellement optimiste. Il faut de toute façon, il y a un contexte aujourd'hui qui est favorable dans les affaires. Prenons même les chiffres en Guadeloupe. Sur les 7 dernières années, il faut savoir que le volume de conteneurs échangés, c'est-à-dire entre les entrées et sorties, a augmenté de plus de 20%. On a une conteneurisation des flux au niveau mondial qui nous est très favorable et vous avez des produits, prenons ici par exemple le sucre, qui avant s'était expédié en vrac, si vous voulez, dans des bateaux. Aujourd'hui, c'est de plus en plus conteneurisé. Et tout ça, la mondialisation de l'économie, même si elle est remise en cause par une certaine vision un peu plus écologique des affaires, sur certains produits, notamment les produits manufacturés, si vous voulez, ça va être extrêmement difficile de revenir en arrière. Et on le voit, la croissance des compagnies maritimes, la croissance du commerce mondial est extrêmement bénéfique pour des gens comme nous. Voilà. Il nous reste 30 secondes, juste peut-être un souhait, un rêve que vous avez pour votre structure. Eh bien écoutez, aujourd'hui on est l'opérateur numéro 2 au niveau mondial. Ce serait bien à un horizon de 5 à 10 ans, qu'on vienne taquiner le premier de manière un petit peu plus virulente et pourquoi pas, ayons un rêve, caressons cet espoir de prendre sa place. Rêvons plus grand, c'est un autre slogan dans le domaine du sport. C'est ça, exactement, tout à fait. Et écoutez, je pense qu'il faut se donner les moyens de faire. Moi, j'ai un slogan que j'utilise toujours en interne. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Et c'est comme ça qu'on réussit souvent. Ce sera un mot parfait pour la fin de cet entretien. On vous remercie avec vraiment Maurice Bourrigaud de nous avoir accueillis ici au port autonome de la Guadeloupe pour parler de votre entreprise Boxloader et ses magnifiques containers. Merci en tout cas à vous. Bel anniversaire. Merci. Ce sont vos 20 ans. Merci. Restons sur l'eau avec cet impressionnant et surprenant chassé-croisé entre porte-containers d'une part et véliplanchiste d'autre part. L'école de voile de Pointe-à-Pitre qui est à présent notre nouvelle destination. Bruno Cancel, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici. Nous sommes au cercle sportif du bas du fort. Pointe-à-Pitre est juste derrière vous. Vous êtes le président de la Ligue guadeloupéenne de voile. On va parler de tous ces jeunes qui sont en train de s'entraîner sur ce magnifique plan d'eau pour essayer de ravir des médailles et de représenter très très fort la Guadeloupe, l'Hexagone, dans les très grandes compétitions qui peuvent exister, qu'il s'agisse de hobbies, de planches qui sont aujourd'hui magnifiques. On a vu tout à l'heure un départ vraiment remarquable sur foil. La première chose, forcément, la mer, même si on sait que historiquement la Guadeloupe n'était pas franchement tournée vers la mer, aujourd'hui les plus jeunes s'y mettent et vraiment ont le virus. Le virus n'est pas encore complètement passé, je dirais, et c'est un peu dommage. Mais effectivement, comme vous disiez, c'était pas forcément dans la culture. C'est quelque chose que moi j'ai connu. J'ai commencé la voile à l'âge de 5 ans, en optimiste, comme la plupart des voileux. Et c'est vrai que c'était quelque chose d'assez étonnant pour les familles guadeloupéennes. Je me rappelle que voilà, mes parents pouvaient avoir quelques remarques des fois. Ils étaient inconscients et fous de me laisser partir à l'îlet du Gosier en optimiste alors que c'est à 500 mètres de la côte, on est équipé, on est en gilet, tout ça. Donc c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qui est
qui est vraiment encore passé. Ça a évolué, ça a bien évolué. On peut le voir dans les clubs et on peut le voir aussi avec l'essor de la voile traditionnelle notamment. Maurice. Bonjour président, un président aux allures de géo, aux allures de directeur du club. Qu'est-ce qui vous a amené là? Ben, concrètement, le hasard. Le hasard, j'ai toujours été impliqué dans la voile, d'un point de vue, on va dire, plutôt privé, avec des amis sportifs de haut niveau, aller sur les compétitions, et puis bon, c'est clairement la passion. De toute façon, si on se retrouve là, c'est forcément la passion. Même si j'étais plutôt à l'écart de tout ce qui est structure fédérale, etc. Mais comme quoi, tous les chemins mènent à la Fédé. Et la pratique pour vous, c'est quoi? La pratique de la voile, c'est quoi pour vous personnellement? Alors personnellement, moi c'est le Winfoil, sur le nouveau format olympique IQ Foil principalement, parce que je trouve que c'est une pratique, en tout cas pour la Guadeloupe, qui est complètement parfaite, complètement adaptée au plan d'eau, complètement adaptée à la force de vent, et surtout une pratique intéressante pour maximiser le nombre de jours sur l'eau. Mais après, je touche un petit peu à tout. Je fais de la wing, je fais du kite. Je commence à me mettre un peu à l'habitable. C'était pas du tout dans ma culture. Mais voilà, avec la ligue et le bureau, ben, on a des gens qui sont sur différentes pratiques. Et donc voilà, ça me fait naviguer un peu sur l'habitable. Plus jeune, j'ai fait de l'optimiste, du hobby cat, un petit peu de voile traditionnelle. Voilà. Alors expliquez-nous ce plan d'eau de la Guadeloupe, il est quand même remarquable, il y a du vent, il fait beau, ça force vraiment certainement les participants à venir tous les jours, tout au long de l'année, à s'entraîner. Alors c'est ça en fait, la Guadeloupe, la magie de la Guadeloupe, c'est quand même que c'est un archipel. Donc ce n'est pas une île toute seule, isolée. Et grâce en fait à cet archipel, cette géographie et cette géologie, en fait on a des atouts tout autour de l'île. Donc là on est au niveau du plan d'eau du petit cul-de-sac marin, qui nous permet de naviguer en toute sécurité sur quand même une surface assez énorme et surtout de se faire plaisir, de se balader. On peut remonter, là on part d'ici, moi ça m'arrive avec des amis de partir d'ici, de remonter à Gosier, Petit Havre, Sainte-Anne, Saint-François si les conditions sont bonnes, de revenir et tout ça en toute sécurité. Le grand cul-de-sac marin au nord aussi, c'est un plan d'eau qui est complètement magique. Il faut faire un petit peu attention avec les hauts fonds, mais voilà, ça permet de se balader entre les deux îles, Basse-Terre et Grande-Terre. On a le sud Basse-Terre avec le canal des Saintes. Les Saintes justement qui font un lien directement avec la Bretagne. Et c'est intéressant justement de partir du phare de Vieux-Fort, arriver dans la baie des Saintes. C'est aussi quelque chose de tout à fait magique. Maurice. On vient de voir Maud, là, la graine de champion, c'est parti. Elle est sur le podium des championnats du monde. Podium des championnats de France, il y a eu beaucoup de résultats aux championnats de France. Et puis il y a une dynamique qui est intéressante, donc avec quand même pas mal de participation sur des championnats internationaux, pour une première aussi. Donc à la fois de la découverte et un peu trouver sa place à l'échelle mondiale. Donc quelque chose d'assez impressionnant. Et on voit que les jeunes Guadeloupéens arrivent à tirer leur épingle du jeu. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a une dynamique particulière au niveau du windsurf en Guadeloupe depuis des années. Et quand je dis des années, on peut remonter dans les années 80. En Guadeloupe, avec les frères Galas, on avait déjà des champions en windsurf. Quand on parle de ça en 88, se déplacer sur un championnat du monde en Allemagne, c'est pas évident. Et encore là récemment, avec des jeunes sur les podiums mondiaux en planche à voile toujours. Alors en arrivant, on a vu Thibaut Vauchel-Camus qui partait, le plus guadeloupéen des Bretons ou le plus breton des Guadeloupéens. Nous l'avons d'ailleurs rencontré durant notre opération spéciale destination Guadeloupe, la route du Rhum. C'est quelqu'un qui ici est reconnu comme vraiment un grand sportif, un grand navigateur. Il entraîne derrière son sillage. Alors oui, alors c'est marrant parce que là il est juste en train de rentrer à côté de nous. Et si je ne me trompe pas, je crois qu'il a appris à naviguer dans ce club, ici. Ce qui est intéressant, c'est que là, par exemple, demain, il va emmener des jeunes sur son bateau. On va aller se balader, il va faire découvrir. Et clairement, est-ce qu'on aura des jeunes qui vont un jour naviguer sur ce type de bateau? C'est quand même rare. Par contre, on fait rêver. Dans plein de domaines, on peut faire rêver en montrant des belles choses, de beaux avions, de belles voitures, de la performance. Là, c'est complètement ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il participe à ce rêve en proposant, en initiant ces choses-là. Je pense que c'est important de le soulever qu'avant même de traverser pour la Jacques Vabre, il avait déjà contacté la Ligue guadeloupéenne de voile
pour dire qu'il sera en Guadeloupe et qu'il voulait partager ça avec des jeunes ici. Parce que c'est le partage, la voile. Hein. Globalement, on peut en faire seul, mais on aime aussi partager, même si on en fait seul, on partage ses expériences. c'est ça. Alors on trouve toujours des vieux marins solitaires, hein. Mais bon, souvent ce sont des parcours de vie un peu particuliers. Mais à beaucoup d'échelles, en fait, on se rend compte que la voile, c'est intéressant quand on la partage. C'est vrai qu'il y a des sports, et même des sports d'eau, où des fois on est content d'être seul, de se retrouver seul, et on essaye d'éviter le monde. Et en fait, en voile, plus il y a de monde sur l'eau, plus on partage, plus c'est intéressant sur l'eau, et même après pour rediscuter de tout ça à terre. Maurice. Président, vous êtes aussi chef d'entreprise, parce qu'on ne vit pas d'une présidence d'un club de voile. Et parlez-nous un peu de votre entreprise. Alors non, effectivement, la présidence, ça prend beaucoup de temps, et ça ne remplit pas l'assiette. Mais non, moi j'ai une entreprise de prise de vue aérienne. Donc le travail est assez varié, mais de par mes passions, en fait, je me suis tourné régulièrement, pas forcément dans le cadre du travail, mais on va dire grâce à mon savoir-faire, sur les images en mer. Et notamment, puisque je pratique beaucoup le windsurf, sur les images en windsurf. Et donc ça m'a amené à faire de très très belles images avec un ami, Tristan Algré, qui lui a 2 titres de champion du monde junior, notamment en windsurf. Et on a commencé comme ça à faire des images, à faire parler de la Guadeloupe, et en fait à faire rentrer dans l'esprit commun que la Guadeloupe est une destination intéressante pour ces pratiques-là. C'est une destination intéressante aussi pour les marques, pour venir faire des catalogues, des images. Donc j'ai apporté ma petite pierre à l'édifice comme ça. Et ça m'a aussi amené à voyager sur l'Espagne, le Portugal, l'Allemagne, le Vietnam, faire des images un peu à travers le monde pour ma passion. Donc c'est top. Alors il nous reste moins de 4 minutes dans ce TVR BPGO Business Club en association avec le groupe Ouest France. La Route du Rhum va arriver dans quelques mois ici à Pointe-à-Pitre. Est-ce que c'est un moment important qui permet là encore de redonner un petit coup de booster aux licenciés? Alors, oui et non? Je dirais oui et non. De mon point de vue, je vais cette année, enfin en 2022, essayer d'utiliser effectivement cette Route du Rhum comme un tremplin. On va dire, tout le monde essaye forcément, mais c'est un événement qui a une ampleur tellement importante qu'il est presque en dehors de la voile. Ce sont des bateaux à voile, certes, mais c'est un événement qui intervient sur un spectre très large et même peut-être davantage en dehors de la voile, sur le développement du territoire, sur le tourisme. Et c'est un petit peu dommage justement qu'on ne l'utilise pas assez au niveau du développement de la voile. Et quand je parle du développement de la voile, en fait on parle de ce qui nous entoure, de petits bateaux, d'enfants. Et moi j'espère vraiment qu'on réussira à mettre des gens sur l'eau et à apporter davantage de bateaux dans les clubs. On fait rêver, comme avec Thibaut, c'est intéressant, on va faire rêver avec la Route du Rhum, mais je pense qu'il faut arrêter de rêver et il faut commencer à saisir la barre. Maurice. Vous avez les îles pour ça, parce que vous êtes président de la Fédération française des îles. Donc vous avez des clubs des îles de Guadeloupe. Oui. Donc vous avez un club par exemple à Marie-Galante, je ne sais pas, aux Saintes probablement. Alors voilà, il y a des clubs un peu éparpillés sur tout l'archipel. Au niveau on va dire des dépendances, contrairement à la Guadeloupe continentale, effectivement les Saintes ont un club assez dynamique, assez attractif, avec une dynamique un peu différente de ce qui se passe sur le continent, on peut dire. Mais parce que c'est très touristique aussi, ils ont la capacité d'accueillir du monde qui vient exprès pour pratiquer ces activités-là. Et sur le continent, on est davantage sur des clubs avec un développement local de la voile. 90% de locaux? Dans les clubs, oui. Oui, c'est principal. Alors, on a quand même une saison où intervient de la location. Ça a été un atout pour traverser cette crise qu'on connaît depuis 2 ans, de la crise sanitaire? Avec la crise, il faut bien voir qu'il y avait beaucoup moins, voire pas du tout de tourisme. Donc effectivement, ça a été difficile de maintenir une activité au sein des clubs. Et c'est vraiment les locaux qui ont fait tourner les clubs, tourner la machine, en tout cas quand c'était possible par rapport aux arrêtés préfectoraux. Alors on pense à Paris 2024 pour les JO. Vous serez bel et bien présent avec des sportifs guadeloupéens? Alors là, on est sur une préparation olympique courte avec le décalage de Tokyo. Donc 3 ans, ça fait très court à l'échelle d'une préparation olympique. Je pense qu'au niveau national, les équipes de France sont quand même assez calées. Maintenant, il ne faut pas s'arrêter. Il ne faut pas imaginer que 2024 est calé et que ça ne sert à rien. On a 2028, sachant que la Guadeloupe aussi est placée stratégiquement pour 2028. Ça peut faire
un petit point de passage, un bon stop pour continuer à s'entraîner au niveau des équipes de France. Et pourquoi pas emmener des jeunes, je pense notamment à des jeunes qu'on a en kitefoil, des jeunes filles qui là ont 10-11 ans et qui ont déjà un niveau impressionnant. En tout cas, nous suivrons, Bruno Cancel, de très près vos prochaines perfs. Merci en tout cas de nous avoir accueillis avec Maurice ici au Cercle Sportif du Bas du Fort. Je rappelle que vous êtes le président de la Ligue guadeloupéenne de voile. Merci beaucoup pour cet accueil et puis terrain de jeu forcément extraordinaire ici depuis la Guadeloupe pour pratiquer la voile. Encore merci à vous. Merci. La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour TVR Business Club, #la réussite est en vous.